Merci Fabien, merci beaucoup et merci de m'inviter pour cette séance du séminaire. Excusez-moi pour cette incertitude quant à pouvoir être avec vous ou pas. Donc, cette incertitude est liée à une prise de poste à l'École supérieure d'art de Bayonne où je participe à un montage d'un Media Lab. Et donc voilà, c'est nouveau et du coup, je dois switcher entre Paris et Bayonne. À l'échelle de la France, c'est un peu l'autre bout. Donc voilà, il y a des trains et c'était ça mon incertitude. Donc je suis là et je suis ravi. Euh, Et juste, je te coupe, Gaëtan, tu disposes d'à peu près une trentaine de minutes. oui, c'est parfait. Ouais, voilà. J'irai pas plus loin. Donc, comment dire, c'est peut-être aussi l'occasion de témoigner d'un travail. Enfin, je vais parler des médias génératifs qui est principalement, qui était principalement l'enjeu de mon post-doctorat dans Arcane, sur 6 mois environ de travail l'année dernière. Donc, je vais développer, je vais revenir en fait sur l'étude des médias génératifs aujourd'hui, en particulier en détaillant le concept d'authenticité qui était un petit peu au cœur des enjeux de cette étude. Donc, je vais en parler. Mais avant cela, je voulais juste dire qu'effectivement, j'ai reçu un prix durant l'été dans la conférence SIGGRAPH aux États-Unis, donc à Denver. Conférence internationale sur les techniques interactives et l'infographie. Et donc, ce prix je l'ai obtenu pour un papier, un article dans lequel je défendais justement un travail de recherche-création intitulé Critical Climate Machine. Donc, l'article étudie en fait la façon dont cette recherche-création explore la désinformation de façon visuelle et sonore à travers des algorithmes d'apprentissage automatique, donc des algorithmes d'IA. Je peux peut-être partager mon écran pour un tout petit peu illustrer la chose, et puis ensuite j'embrayerai sur les médias génératifs. Voilà, si vous me permettez. Alors, voilà, alors je voulais montrer la photo je pense que vous voyez mon écran là. Oui. Voilà, c'est cette remise du prix, donc du meilleur papier en art, hein, donc dans SIGGRAPH. Donc là, aux côtés de August Black, qui était donc le chair de ces art paper. Et donc, en deux mots, euh, donc Critical Climate Machine, c'est un projet qui entend. Excuse-moi, je t'arrête, Oui, Gaëtan, parce qu'on voit tes notes de conférencier. Si tu oui, peux oui, présenter c'est. en mode présentateur ou en tout cas élargir pour qu'on ait plein écran Oui. de ce que tu nous présentes et non pas des slides sur le côté. Puis, Ah, d'accord. Oui, oui, je vois. D'accord. Bien sûr. Alors, attendez. Voilà. Euh, voilà. Oui. Voilà. Donc, en deux mots, c'est un travail qui entend quantifier et révéler la désinformation sur le réchauffement climatique à partir d'analyses sur le réseau social Twitter. Euh, c'est une installation qui est faite d'un objet sculptural, on va dire, et numérique, et puis d'une installation sonore qui fait apparaître des débats contradictoires sur le climat à travers justement un traitement algorithmique et génératif. Donc le papier, lui, en fait, il y a deux points importants sur lequel je conclus, qui est premièrement que aujourd'hui, on a besoin de penser des dispositifs de remédiation de l'information sur le climat. Il faut penser des cadres de médiation et de remédiation sur le climat. Donc, ce projet en est un exemple, je dirais. Je parle pas. Enfin, il y a d'autres. Il y a des sous-parties du projet dont je n'ai pas le temps de parler ici, notamment le jeu de la réfutation.
Euh, et puis la deuxième conclusion importante, c'est finalement une idée, un principe qui est de penser l'apprentissage automatique non pas comme façon d'automatiser la créativité, qui est une tendance aujourd'hui des recherches dans ce domaine du point de vue des arts ou du design, mais il s'agit davantage euh, contre l'automatisation ou dans une dialectique de l'automatisation, de penser davantage la façon dont on interagit, dont des interactions peuvent être pensées avec des modèles d'apprentissage automatique. Euh, et également, un des enjeux, une des perspectives fortes, c'est aussi de porter des recherches sur les données, sur la data euh, en tant que point de départ et comme sujet de réflexion pour penser l'implication des médias de l'apprentissage automatique. Donc, j'en reparlerai un petit peu justement maintenant sur la partie qui nous intéresse davantage, c'est-à-dire un discours sur les médias génératifs et leur régime d'authenticité. Alors, je vais arrêter le partage, c'était simplement pour illustrer ce prix et ce nouvel article. Alors, en fait, je suis ravi aussi de pouvoir vous parler aujourd'hui pour présenter, pour revenir sur un article qui est toujours en cours d'écriture, donc, dont le titre est Médias génératifs et régime d'authenticité, une étude de cas. Donc, il s'agit de revenir sur la structure et le corps de cet article. L'enjeu principal de ce travail, euh, finalement, repose sur euh, une, comment dire, une question importante qui est, au fond, comment envisager l'historicisation ou l'explicabilité des images artificielles génératives? Comment les décrire, par exemple? Comment caractériser les régimes d'authenticité de ces médias génératifs, si on peut le caractériser? Donc ça, ce sont vraiment les questions de départ. Évidemment, il y a tout un tas d'auteurs, Lev Manovitch, Sofia Naudry, qui ont brossé, qui ont travaillé sur ce sujet. Mais, comment dire, du point de vue du phénomène de la désinformation en ligne, une philosophie technique articulée à une compréhension esthétique des objets reste en fait à approfondir. Donc c'est l'idée de l'article, c'est l'idée de ce travail, c'est d'aller plus loin en étudiant plus précisément justement des œuvres, des documents pour faire apparaître, pour tenter de caractériser ces régimes d'authenticité. Alors, le retour sur ce travail, c'est déjà une tentative de mieux définir le terme d'authenticité, qui est chargé de sens, bien sûr. Il peut être compris à la lumière des écrits de Walter Benjamin, évidemment, mais il faut rappeler d'abord qu'il comprend deux significations bien distinctes, c'est-à-dire d'une part la question de l'origine ou de la paternité, d'où vient l'œuvre, d'où vient le document, euh, et puis d'autre part ce qui fait autorité. Hein. Donc il y a origine, originalité, on pourrait presque dire, et autorité dans le sens là de la conformité, de ce qui se conforme à l'original. Donc là, je reprends une définition conventionnelle, commune du terme. Pour revenir sur le sens donné à Benjamin, j'ai compris que c'était un sens un petit peu... euh, le sens est complexe, le sens donné par Benjamin à ce terme fluctue et renvoie davantage à la reproductibilité technique, comme on sait, et à une philosophie de l'aura de l'art. Alors, euh, cette comment dire, aura ou ce terme d'authenticité chez Benjamin est controversé. Donc, il y a des articles, notamment il y a un article de Bruno Latour sur le sujet qui revient sur euh, des erreurs, on va dire, de logique quant à la façon dont Benjamin explicite le terme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans une ère marquée par l'hypermédiatisation, la reproductibilité technique des images, en fait, semble finalement participer
d'une diversité de processus de création originaux. Donc, je pense par exemple au sampling dans la création sonore, mais on peut penser aussi à un artiste ou à une œuvre comme celle de Nam June Paik, qui, agissant sur les tubes cathodiques, opérant directement sur l'appareil technique, modifie le flux des images et donc produit une œuvre originale qui se dégage d'ailleurs du contexte des médias de masse il fait œuvre. Donc le concept de Benjamin est un petit peu difficile à appliquer pour parler des productions de l'IA générative. En particulier, et ça c'est l'enjeu, je pense, de cette recherche, en particulier car les médias génératifs s'appuient, leur production s'appuie sur des masses de... Et donc, même le terme même de reproduction peut être mis en cause. Alors, il y a des auteurs qui m'avaient été, comment dire, un peu soufflés dans la révision du texte, notamment Ignace Kaplokas. Et effectivement, dans un article qui s'appelle Work of Art in the Age of its AI Reproduction, il défend que l'image artificielle rend visible ce qui est sous-jacent dans la société contemporaine, c'est-à-dire les interrelations récursives entre les données issues des multiples téléchargements issus de l'Internet et des interactions que nous effectuons nous-mêmes en ligne. Donc ces artefacts numériques, c'est ce qu'ils défendent, sont finalement, comment dire, révèlent notre vie contemporaine de façon singulière ou authentique, y compris d'ailleurs les multiples biais sociétaux inhérents aux données à partir desquelles l'IA apprend des choses sur le monde. Donc voilà, donc on voit que enfin, ce que je cherchais à faire, c'est de quitter en fait le principe benjaminien de la reproductibilité technique qui paraît finalement inopérant, euh, surtout du point de vue de l'ère des cultures de l'Internet. Alors, j'ai cherché des alternatives. Voilà. Euh, les médias génératifs et leurs effets sont inextricablement liés à la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Pour être entraîné, premièrement, pour être entraîné, les modèles d'IA ont besoin d'une quantité de données sans précédent, je l'ai déjà dit. Ce n'est possible que dans une époque technique de l'Internet qui est ouverte au moissonnage de l'information en masse. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le scraping en anglais. C'est une collecte de données à grande échelle qui s'est progressivement structurée au gré des poussées techniques dans la recherche sur l'apprentissage profond. Et puis, deuxièmement, la circulation et la réception des médias génératifs ne peut être dissociée de la façon dont ceux-ci sont propagés à travers des systèmes algorithmiques des réseaux sociaux. Alors, dans un ouvrage récent, deux auteurs, donc Anthony Glynn Burton et Wendy Hui Kyong, proposent les termes d'authenticité algorithmique comme alternative pour analyser la mésinformation contemporaine et affirmant que les utilisateurs, les faits et les vérités sont définis, validés et authentifiés par les réseaux avec lesquels ils interagissent et au sein desquels ils existent. Euh, donc, d'autre part, ces auteurs sont critiques disons, du solutionnisme inhérent aux pratiques de fact-checking et ils visent une Bon. épreuve. Voilà, ils caractérisent... Dire, s'il te plaît, Fabien, Gaëtan, Gaëtan, ouais, on t'a juste perdu une dizaine de secondes. Peux-tu juste revenir Ah, 10 secondes en arrière? Tu voyageais dans le temps de 10 secondes. pardon, ok, je reviens au terme d'authenticité algorithmique Oui, 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 oui. qui est défendu qui sont défendus donc par Anthony Glynn Burton et Wendy Hui Kyong. Euh, donc c'est une alternative, disons, qu'ils proposent pour analyser la mésinformation contemporaine. Ils affirment que donc les utilisateurs, les faits et les vérités sont définis, validés et authentifiés par les réseaux avec lesquels ils interagissent et au sein desquels ils existent. Donc ces auteurs, ils sont aussi critiques finalement du solutionnisme inhérent aux pratiques de fact-checking.
et il vise une recherche sur les relations entre médias et preuves. Et donc, il caractérise finalement par là un régime d'authenticité algorithmique fait d'opérations produites au sein des réseaux sociaux eux-mêmes. Alors, donc, l'inscription des médias génératifs dans les réseaux, c'est, ça me paraît évident maintenant, c'est une perspective importante pour mieux comprendre le cadre donc, à travers lequel ces médias paraissent, à travers lequel ils circulent, mais pour mieux comprendre leur régime d'authenticité propre. Donc là, je parle vraiment d'originalité et d'autorité, hein, je me défais du concept benjaminien. Donc pour mieux comprendre leur régime d'authenticité en relation avec leur nature technique, notre enquête, enfin l'étude en fait hein, que j'ai conduite dans ce postdoc, porte premièrement, tout d'abord, sur un ensemble de médias ou d'œuvres symptomatiques où justement l'authenticité sera évaluée, sera vue, pensée, interprétée euh, en relation avec des modèles, les modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes et les ensembles de données sources à partir desquels ces modèles ont été formés. Voilà, donc cette perspective, cette recherche, elle poursuit les travaux de Kaplokas, dont j'ai parlé un petit peu avant, qui critiquait déjà le concept d'authenticité benjaminien, et aussi sur Martin Schelsinger. Donc on le verra, j'en parlerai peut-être après. Et donc, il s'agit de faire le jour dans ce travail sur l'authenticité ou l'inauthenticité, ça c'était dans des hypothèses de départ, l'authenticité computationnelle de ces images. Donc, en allant justement, en tentant de décrire ce qui se calcule et donc ce qui se fabrique dans ces images. Alors, je vais peut-être, vu que le temps passe, je vais peut-être passer un petit peu outre la définition, enfin, la caractérisation de l'étude. Je vais en tout cas je vais essayer de la résumer le plus possible. Il Donc, reste les 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Alors, je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est étudié. Euh, comment dire? Donc, déjà, étudier les médias génératifs, en fait, est disons un type de recherche nouveau. Donc, il y a beaucoup de travaux critiques ou expérimentaux sur les IA génératives, bien sûr, mais étudier systématiquement les médias du point de vue de leur réception reste un champ pionnier. Donc, ce que je résume ici comporte en fait, enfin, c'est une collection de près de 70 œuvres, documents, modèles ou ensembles de données qui sont compris comme des unités en fait, hein. Un ensemble de données, en fait, c'est un document de l'étude et qui s'étale de 2016 à 2023 et représentant des productions, des artefacts contemporains dans ce domaine. Ils sont aussi catégorisés et liés par un ensemble de concepts adaptés. Et donc, les œuvres sont de nature diverse. Donc, il y a des œuvres visuelles ou des œuvres sonores, des documents vidéo ou même encore des services en ligne. Donc, tout ce matériel, on peut le retrouver d'ailleurs dans un rapport en ligne sur le site d'Arcan. Donc, le trait commun de ces divers médias, c'est l'utilisation d'algorithmes génératifs, du deep learning, de l'apprentissage profond, ou d'algorithmes d'analyse de données. Voilà, donc c'est des médias qui sont comment dire, révélés parce qu'ils sont, enfin, qui sont inclus parce qu'ils sont souvent problématiques, parce qu'ils peuvent ou ils révèlent des puissances du faux. C'était entendu aussi à partir des travaux de René Bourassa et Jean-Marc Larusse sur ce sujet. Euh, et donc, voilà, il s'agissait de porter une attention bien particulière sur des productions médiatiques qui non seulement défient les régimes d'authenticité établis, mais aussi révèlent des biais algorithmiques ou encore remettent en jeu l'autorité des médias historiques, de médias historiques tels que la photographie. Voilà, alors j'y reviendrai peut-être. Donc voilà, je pense que euh,
avoir à peu près résumé ce que contient l'étude. Peut-être aussi techniquement, c'est intéressant de savoir que cette étude elle a été faite sur la base de données sémantiques ouvertes en linked open data. Et donc, ces données sont publiées en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le site du groupe Arcane. Alors, ce que je voudrais faire, c'est apporter la partie discussion. Quelle discussion, en fait, cette étude a entraîné et quels problèmes, en fait, elle a révélé. Euh, alors, comme le suggère Sabine Sustrunk, pardon, qui est en fait directrice de recherche en informatique des images dans un institut en Suisse. Donc, j'ai relevé en fait dans un récent interview qu'elle produit avec une historienne de la photographie qui s'appelle donc Estelle Blaschke et une artiste Armin Linke. Donc, c'est dans ce document que j'ai relevé les propos donc, de Sabine Sustrunk. Et elle propose, enfin, elle formule un doute sur la véracité des images et qui peut servir de constat de départ pour examiner justement la photographie contemporaine. Donc, je lis en quelques lignes son propos. Euh, mais c'est ça le truc, vous savez, qu'est-ce que c'est un deepfake? Ou est-ce que ce n'est pas un deepfake? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Un portrait artificiellement généré est en tout cas un deepfake, mais une photo de moi avec un nouveau rouge à lèvres ou de nouvelles lunettes, est-ce un deepfake? D'un côté, oui, ce ne sont pas mes lunettes et je ne porte jamais de rouge à lèvres. Cela devient donc problématique. Je pense que la société a appris que les fakes existent, mais nous ne savons pas encore ce que nous faisons de cette connaissance. Voilà. Donc pour elle, pour Sustrunk, plutôt que d'établir des distinctions formelles entre le vrai et le faux, il serait nécessaire en réalité de comprendre les rapports entre documents photographiques et trucage du point de vue d'un examen des modalités de production de l'image, c'est-à-dire depuis son infrastructure, depuis l'infrastructure de l'image. Or, les médias génératifs sont aussi des médias computationnels, c'est-à-dire produits de calcul. Comment alors penser l'authenticité de ces images? Donc, pour répondre à cette question précise, j'ai abordé trois points de vue, donc, qui sont le point de vue computationnel, je vais pouvoir en parler. Euh, Deuxième point de vue, qui est celui de la description, qui est un problème lié à la façon dont on peut décrire ces médias. Et puis, troisième problème, c'est plutôt un problème lié aux pratiques de journalisme. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir, mais je voudrais au moins voir les deux premiers. Le point de vue computationnel euh, part aussi d'un propos de cette même chercheur euh, qui dit qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, tout est basé sur des informations réelles, c'est juste calculé. Alors, quand on entend ça, on est un petit peu embêté. Euh, cette assertion, elle reflète une des difficultés qui se présentent justement pour interpréter les médias génératifs, puisqu'ils sont calculés. Donc, aussi faux soit-il, un deepfake exploite une information numérique qui prend racine dans des observations d'informatique. Une observation désigne un élément dans un ensemble de données dont la valeur est celle d'être une référence, c'est-à-dire qu'un modèle a des références de départ qui sont ces observations. Elles servent de point de départ, pardon, pour la formation du modèle. Et en langue anglaise, on utilise le terme de ground truth ou vérité de terrain. Donc elles peuvent être d'ordre divers, hein. Elles peuvent être des prises de vue, des rushs vidéo, des images de l'Internet, des données synthétiques aussi. Et donc, du point de vue du calcul, l'image qui est générée par une IA est le résultat d'une inférence. Donc, elle est faite en fonction d'un modèle statistique formé sur des observations. Donc, en fait, l'image, par conséquent, l'image générique ne nous renseigne pas tant sur son authenticité, son origine ou son autorité que sur sa référence à un ensemble d'observations préalables qui sont captées dans le réel ou qui sont encore qui sont construites. Donc, si,
pour aller un petit peu plus loin, c'est la distance entre la nouvelle image et son référent qui est mesurable. Et l'image calculée n'en demeure pas moins vraie. Donc là, on rejoint quelque part l'observation de départ, euh, c'est-à-dire tout est basé sur des informations réelles. C'est juste calculé. Alors, ceci recoupe les travaux de Martin Scherzinger, dont la réflexion s'est centrée sur l'aspect computationnel de l'écosystème contemporain de l'information. Il s'appuie sur une critique du réalisme philosophique, avec une question un petit peu provocative aussi. Is fake information true data? Donc lui, il cherche dans le paradigme corrélationnel propre aux algorithmes de l'apprentissage automatique un diagnostic technique au cœur du règne de la désinformation. Donc le paradigme corrélationnel, c'est-à-dire justement la nature statistique des modèles qui produisent les médias génératifs, doit être prise en compte. Donc, alors, tout en souscrivant à cette approche systématique et intermédiale également de Scherzinger, ce que je propose pour aller un peu plus loin, c'est de poser la description en tant que problème pour mieux comprendre ce trouble inhérent aux médias génératifs. Alors, je vois que le temps passe, donc je pense que je vais aborder le problème de description et puis je conclurai. Oui, il te reste 5 minutes. Oui, Ouais, très bien. justement, 5 minutes. Alors, en fait, pour parler de la description, du problème de description, je suis allé chercher dans la philosophie analytique de Nelson Goodman une discussion sur l'authentique et le fallacieux. Donc, dans Ways of Word Makings, il s'appuie sur le constat que plusieurs versions du monde peuvent coexister. Donc, ainsi, il propose une large réflexion sur les cadres de référence à travers lesquels une vérité peut être énoncée. Donc, l'enjeu pour Goodman ne résiderait pas tant dans le fait de décrire le monde d'une façon vraie et unique, mais dans le fait de comparer différentes façons dont nous décrivons ce monde. Donc les implications sont vastes, mais ce que je voulais souligner, c'est plutôt la façon dont, selon Goodman, une vérité se produit systématiquement à partir d'un test. Donc dans notre étude des médias génératifs, cette proposition prend tout son sens. Comment en effet attester du régime d'authenticité d'un média ou d'une œuvre reposant sur un modèle génératif. Donc, dans l'étude, on retrouve trois cas qui prennent le principe de test comme point de départ pour examiner les modèles et leur production médiatique. Donc, alors, il y a un atelier qui s'appelle Machine Unlearning, auquel d'ailleurs René Bourassa a participé. C'était en 2023 au Frénois. Où il s'agissait de tester un modèle en tentant de le tromper, en fait. Donc, euh, le test permet, en fait, d'une certaine façon, une interaction avec le modèle et une sorte d'évaluation de sa production. Euh, donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a une autre œuvre en ligne qui s'appelle Abstraction and Reasoning Corpus, que je vous invite à aller consulter, qui est référencé dans le rapport en ligne sur le site d'Arkane. Bref, ces travaux, ils mettent en avant le raisonnement et la programmation informatique comme une approche conceptuelle de la donnée, notamment, faisant directement écho à la proposition de Goodman. Alors, je vais conclure, je passe un petit peu sur le point de vue du journalisme, qui pose des questions sur les pratiques de fact-checking. Et je vais conclure. Alors voilà, donc c'était la question de départ, comment penser l'historicisation ou l'explicabilité des images artificielles. Dans l'hypothèse de départ, je proposais de voir les réseaux d'apprentissage profond comme des structures construites pour opérer sur l'authentique et l'inauthentique de façon par le calcul en fait. Mais on a vu que justement le point de vue computationnel disait un petit peu autre chose. Le traitement algorithmique des médias génératifs, c'est un traitement construit pour produire des nouvelles données à partir de données observables. Donc, un média génératif est une nouvelle donnée de ce point de vue-là. Donc, les modèles produisent des représentations
des données observées au départ. Donc, en un sens, le modèle génératif peut être vu comme un site pour l'inscription des données observées dans une structure qui opère, OK? Autrement dit, le modèle génératif est à la fois un patrimoine et une mémoire informatique, une mémoire dans laquelle puiser et qu'on pourrait qualifier de probabiliste. Voilà. Et puis, j'espère avoir aussi montré que pour mieux comprendre les médias génératifs, il est nécessaire d'étudier les données d'entraînement elles-mêmes et la façon dont elles circulent à travers les pratiques culturelles contemporaines, que ce soit d'ailleurs dans l'art ou dans la production médiatique, dans un sens large. Voilà, alors il y a plusieurs problèmes qui en découlent. Comment étudier des grands ensembles de données et assimiler des savoirs adaptés pour cela. Et puis, comment dire, les ensembles de données euh, sur lesquels les grands modèles génératifs commerciaux sont entraînés sont habituellement fermés. Et donc là, il y a une obfuscation, il y a une invisibilité et un problème donc pour la connaissance. Voilà, donc il y a des perspectives qui s'ouvrent justement pour penser, pour étudier les modes de parution de ces données et des façons d'opérer sur elles, d'opérer sur elles. Voilà, donc j'espère que ça ouvrira sur davantage d'études sur les médias génératifs et puis donc de nouveaux projets de recherche en lien avec cette étude.